Made in Local. Et le mercredi, place à la littérature sur RCM. Une journée un petit peu particulière. Nous recevons à nos côtés Rachel. Bonjour Rachel. Bonjour. En direct des studios RCM. C'est la première. Exact. Et depuis le temps qu'on se voyait. Voilà, il a fallu du temps pour que j'arrive jusqu'ici. et on parlera également après de la Maison de la Presse. Là où vous avez exercé et joué de vos talents pour essayer de vendre des livres, mais partager votre passion. Vous partagez également à l'antenne d'RCM. Aujourd'hui, un bouquin qui est un petit peu particulier, Rachel. Oui, tout à fait. C'est un recueil en fait de citations. C'est comme un florilège de choses de pensées, de tout ce qu'on peut lire dans les livres. C'est-à-dire d'ailleurs le titre s'appelle Dans l'un livre j'ai lu que. Donc je pensais que c'était intéressant de promouvoir vraiment le livre et la littérature. C'est quand vous ouvrez un livre, vous ouvrez un monde et vous apprenez des choses drôles, des choses tragiques. Ça, au niveau pour votre culture personnelle, c'est quelque chose d'absolument fantastique. Il ne faut pas perdre ça. C'est vraiment très très important. Donc je me suis permis, j'en ai noté quelques-uns. C'est paru aux éditions Autrement et c'est d'un auteur qui s'appelle Eugène. Donc je suppose, voilà, c'est un pseudonyme, probablement un grand écrivain, à mon avis. UNESCO, non, probablement pas aussi simple. Non, je pense que c'est un tout petit peu plus recherché. Mais en fait, voilà, c'est tout des choses que lui a appris dans des livres et ça vous montre absolument la richesse que représente le monde littéraire, quel qu'il soit. Parce que vous verrez, j'en ai choisi quelques-uns. Il y a des choses très drôles, il y a des choses un peu particulières, etc. Où on apprend, par exemple, que le livre le plus imprimé, qui représente l'impression de la Bible, par exemple, du Coran et de Harry Potter réunis. Moi, j'ai cherché, franchement. Vous savez ce que c'est ? Le Petit Prince ? Pas vraiment, non. Le catalogue Ikea. Voilà, c'est de la littérature, ça. Eh bien, écoutez, pour le coup, voilà ce qu'on apprend. On apprend ce genre de choses, donc c'est drôle. Ça vous distrait quand vous avez des soucis. Ça vous voilà le petit clin d'œil qui illumine un petit peu votre journée. Donc, il y en a d'autres. On apprend, par exemple, j'ai lu dans un livre que l'histoire d'un roi grec disait que pour encourager un général à se révolter contre le roi de Perse, il voulait lui envoyer un message. Pour ce faire, il a pris son messager, lui a rasé la tête, a écrit le message sur son crâne et a attendu que les cheveux repoussent. Vous imaginez bien que le message, le temps qu'il arrive, c'était quand même... Voilà, on avait une autre idée de la rapidité. Alors maintenant, quand on voit qu'avec un SMS, on peut parler à Tokyo, voilà, c'est autre temps, autre mœurs. Là où on se plaignait d'un débit de modem, c'était quoi ? C'était 48K Oui, c'est ça. Donc vous voyez, voilà. Donc dans un autre livre, on lit que des producteurs de cinéma, par exemple, qui adaptent les joyaux de la littérature française. Ils sont pas forcément des grands amoureux et des grands connaisseurs de la littérature, justement. Il y a un écrivain et scénariste qui s'appelle Daniel Boulanger qui proposa d'adapter Balzac à l'écran. Le producteur lui répond, je cite, ne me parlez pas de Balzac, tempêta le producteur. Il n'a rien écrit de valable, à part peut-être Le Rouge et le Noir. Alors Boulanger lui dit, attendez, moi je suis désolé, mais Le Rouge et le Noir, c'est quand même un roman de Stendhal. Voyez, éructa le producteur, le seul roman qui est bon, c'est même pas lui qui l'a écrit. Voilà, donc la mauvaise foi. Et ben voilà, c'est ça. Donc toutes des petites choses comme ça. Il y en a encore, j'en ai noté plein. C'est un crève-cœur de faire un choix. De toute façon, c'est comme dans l'univers littéraire. Voilà, il faut toujours faire un choix. Et dans un livre, voilà, on a lu qu'un jeune homme de Taipei a écrit plus de 700 lettres d'amour enflammées à sa petite amie, dans lesquelles il lui demandait sa main à chaque fois. Résultat des courses, elle a fini par épouser le facteur. Bravo, comme quoi ça marche pas. Comme quoi, voilà, même avec la meilleure volonté du monde, tout ne marche pas. Le harcèlement ne paye pas. D'ailleurs, c'est un débat actuel. Le harcèlement ne paye pas, il n'y a rien à faire. Autre petite chose aussi qui est sympa comme tout, dans un livre de médecine, je précise bien, j'ai lu que le placebo est un mensonge qui guérit. Et l'auteur de préciser, je me demande s'il ne s'agit pas de la plus belle définition de la littérature. Voilà, à quoi ça sert alors ? Exactement. Voilà, non, mais c'est ça. Mais peu importe, je veux dire. Enfin, moi, très souvent, j'ai exercé ce métier pendant 15 ans. Très souvent, je conseillais un livre à quelqu'un et quand il revenait quelques semaines plus tard en me disant « Oh, purée, j'ai adoré, vous pouvez pas savoir, j'ai eu une journée difficile, j'avais plaisir à retrouver ce livre, etc. » Voilà, c'est ça. Peu importe ce qu'il y a dedans, peu importe les genres que les gens lisent, un Marc Lévy, un Musso, un Goncourt, peu importe. C'est ça, la littérature. C'est quelque chose qui vous apporte comme une bouffée d'oxygène. Enfin, moi, je trouvais que c'était le plus important. Voilà. Alors juste pour finir, j'en ai noté quelques-uns. Donc dans un livre, on lit que le Tartuffe de Molière fut régulièrement interdit. La première fois, c'était par le Parlement et l'archevêque de Paris en 1667. Ensuite, sous Charles X, pendant la Première Guerre mondiale, pendant l'occupation, durant la Seconde Guerre. En fait, on se rend compte que le Tartuffe, c'était comme un baromètre de la liberté d'expression en France. À chaque fois qu'on a eu des gouvernements qui visaient à brimer les choses, on a interdit le Tartuffe de Molière. Donc ça, on le retrouve également dans cet ouvrage. Dans ce petit livre-là, oui, tout à fait. Et dans un livre, alors,
je vais quand même finir par une lueur d'espoir, parce qu'on parle beaucoup de livres électroniques, de tablettes, de machins, de bidules. En 1833, il y a un critique littéraire qui a décrété « Le roman est épuisé, à bout de ressources, il se meurt de banalité ». Donc voilà, en 1833, on avait annoncé la mort du roman. Bon, voilà, on est en 2012 et moi je trouve qu'il se porte plutôt bien. Donc on va repréciser cet ouvrage-là que vous conseillez vivement. C'est une mise en abîme de la littérature. Exactement, ça vous dit que dans les livres, vous pouvez trouver absolument tout ce que vous voulez quand vous en avez envie. Ça s'appelle « Dans un livre, j'ai lu que » de Eugène aux éditions Autrement. En plus, pour la modique somme de 10 €. Oui, alors là, pour 10 €, franchement, 10 €. Et c'est un livre qu'on peut mettre dans toutes les pièces de la maison. Il trouvera sa place, son temps, son occupation. On le prend, on le bouquine vous une l'ouvrez minute. à n'importe quelle page. Vous avez de quoi illuminer votre journée, vous faire sourire, vous faire réfléchir. Enfin, tout ce que la littérature représente. Un petit peu ce que vous avez essayé de donner depuis le début que vous intervenez dans cette chronique, Rachel. Absolument, absolument. C'est ce que j'ai voulu faire. Enfin, moi, je sais le bonheur qu'est le mien quand j'ouvre un livre. Donc, je me dis, c'est tellement triste de ne pas partager ça, quoi. C'est un compagnon de tous les instants. Vous avez toujours des moments où vous allez chez les médecins, vous attendez je ne sais pas combien de temps, plutôt que de feuilleter des choses qui ont 3-4 ans. Dans le meilleur des cas, il y a toujours un livre sur vous. Surtout qu'il existe tellement de livres différents. Un bon polar. Bon, mais le bon polar, c'est embêtant parce que des fois, on n'a pas envie de le lâcher. Alors le médecin, il vient, on n'avait pas envie d'aller le voir. Et voilà, donc non, des pièces de théâtre, des livres de citations, que sais-je, c'est vraiment un petit bonheur à chaque fois. Très bien, bon, on vous retrouvera sur les ondes, on l'espère. Et surtout, restez à l'écoute d'RCM parce que vous êtes venus accompagnés de vos deux boss, vos deux chefs, Frédéric et Philippe. Et on en parle juste après, on les accueille juste après. Emily Smile, le titre J'avance. Made in Local. Et à l'antenne d'RCM, nous avions Rachel qui est toujours à nos côtés, Rachel, et qui est également venue avec ceux qui lui ont permis d'exercer son art, la librairie, et avec Philippe et Frédéric, tous deux responsables on peut le dire, de la Maison de la Presse à Saint-Dié. Bonjour Philippe, bonjour Frédéric. Bonjour. Alors vous êtes présents à nos côtés également parce que la nouvelle a été un peu brutale aussi. On se posait des questions, tout le monde se pose des questions. La Maison de la Presse a dû cesser son activité de manière un peu urgente. On l'a su dimanche par voie de presse. Expliquez-nous un petit peu, cette nouvelle. C'est pas forcément joyeux non plus comme nouvelle, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé simplement on est passé au tribunal donc, de commerce mardi. Ce tribunal du commerce nous a placés en redressement judiciaire avec un mois d'observation, c'est-à-dire jusqu'au 3 juillet. Et simplement, suite à cette décision, au niveau de notre banque, il a décidé d'arrêter de nous soutenir. La presse qui nous livre tous les jours, donc le dépôt de presse d'Épinal a décidé aussi d'arrêter de continuer à nous livrer. Donc nous avons décidé de nous-mêmes, suite à cette décision d'arrêter l'activité, de pouvoir terminer, non pas comme des voleurs en partant du jour au lendemain, simplement en préparant ce départ, donc en l'annonçant à nos clients à partir de vendredi et de samedi pour pouvoir les accueillir pendant le week-end. On a fait une ouverture exceptionnelle dimanche après-midi. Ça nous a permis donc de les accueillir et puis de leur expliquer pourquoi on devait fermer, de les remercier surtout, parce que c'était le but, c'était de les remercier de leur fidélité, de nous avoir fait confiance, leur expliquer aussi qu'on partait pas de gaieté de cœur et qu'on espérait toujours peut-être un jour les revoir, et puis partager avec eux. C'était pour eux, c'était un peu comme un deuil, parce que la Maison de la Presse, c'était quand même une institution à Saint-Dié, c'était une existence depuis 40 ans. Notre équipe était là en place ensemble depuis 6 ans. On pense avoir fait le nécessaire et on était passionnés par ce qu'on faisait. C'était plus qu'une relation entre des patrons et une salariée, c'était une famille. Et je pense que c'était même pas des clients, nos amis qui venaient chez nous l'ont compris. Donc ils venaient ils sont venus dimanche, ils sont venus ce week-end pour nous remercier, pour leur expliquer tout ce qu'on leur avait apporté. Et donc on a voulu partir de cette manière-là plutôt que de partir du jour au lendemain sans pouvoir prévenir. Donc on a voulu partager avec eux et puis les revoir encore une fois avant de baisser le rideau. Frédéric, c'est une aventure que vous avez débutée donc il y a 6 ans. Alors moi un petit peu plus, même plus. C'est 9 ans. Ça allait faire 9 ans au mois d'août que j'avais la chance de connaître la Maison de la Presse, de la clientèle et le bonheur de travailler avec Rachel,
qui, comme tu disais, est quelqu'un en niveau littérature exceptionnel. Et c'est vrai que c'est un crève-cœur de perdre toute cette famille, clientèle, Philippe, donc mon associé, et Rachel, ma compagne de travail depuis 9 ans. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très triste. Moi, où on va dire, je remercie tout le monde, mais où je voulais mettre un petit point, on va dire, sur le i. Ce qui se passe, c'est que dans la vie commerciale, il y a 3 gros centres actuellement. Il y a les petits commerces de centre-ville et de proximité. Il y a les supermarchés. Il y a Internet. Ça, c'est, on va dire, les 3 actuellement. Mais là, on va dire, depuis quelques jours, depuis quelques mois, il y a le drive qui arrive, qui va prendre sa place, qui va faire peut-être mourir d'autres entreprises. Moi, ce que je veux dire, et vraiment le forcer au maximum, c'est que les 3 qui existent, il faut les soutenir. Le commerce de proximité, de centre-ville, si plus personne, entre guillemets, fait l'acte de pousser la porte, de venir nous voir, et tout ça, je sais qu'on a un problème économique, on a moins de moyens, mais il faut aller les voir. Parce que autrement, il va se passer comme nous, où on aura de la clientèle, mais on ne peut plus s'en sortir. Internet, c'est quelque chose, le supermarché, c'est quelque chose, mais il faut que les 3 fonctionnent. Et si on part dans le côté drive de plus en plus, il n'y aura plus de contact. Drive comme drive-in, hein, c'est-à-dire que vous commandez et vous avez juste à récupérer votre panier dans un magasin qui n'est pas forcément humain d'ailleurs. Il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas d'échange. Voilà, alors souvent les clients vont dire tiens oui, mais il n'y avait plus assez déjà de contact. Mais si on part dans ce sens-là, les gens comme j'étais et Rachel et Philippe, où on était des gens avec affection, on va mourir. Made in Local. Et à nos côtés, l'équipe, la fine équipe, la folle équipe de la Maison de la Presse à Saint-Dié-des-Vosges. Rachel, libraire de choc. Allez, je le dis, moi aussi, je me lâche, puisqu'elle a été avec nous depuis déjà plusieurs mois à nous présenter des bouquins avec cette passion qu'elle peut avoir. Et puis son équipe, Frédéric, Philippe, les 2 associés de cette Maison de la Presse à Saint-Dié, venus nous rendre visite parce que la Maison de la Presse a dû stopper son activité. Vous l'avez expliqué tout à l'heure, les raisons. Hein. Bon, rien n'est fini. Alors, quelle va être la suite pour vous tous, vous 3 ? En principe, il n'y aura pas de suite, mais nous, on a toujours l'espoir d'une solution miracle. Pourquoi pas un intervenant, quelqu'un de l'extérieur qui souhaiterait investir sur cette maison de presse, sous cette forme ou sous une autre, en misant sur une équipe qui est déjà en place, qui est une équipe qui peut être considérée comme une famille. Qui a fait, je pense, ses preuves, puisqu'on a eu des témoignages incroyables pendant tout le week-end, des gens qui pleuraient, des gens qui nous disaient leur affection, leur émotion, et donc ça nous a rempli de fierté, ça nous a rempli aussi d'émotion aussi, et donc ça nous donne un petit espoir pour l'avenir. En fait, on doit normalement en principe arrêter. Simplement, on a toujours l'espoir dans le courant de la semaine qu'il y ait une solution miracle qui puisse nous aider, en sachant que nous, à nos niveaux, on ne peut plus rien faire en fait. On dépend plutôt de l'extérieur, et que nous, on a souhaité sortir en beauté parce que c'était simplement remercier nos clients, c'était essayer d'être comme on était, c'est-à-dire toujours attentif, passionné par ce qu'on faisait. Maintenant, c'est vrai qu'on a toujours un petit espoir, et puis on attend un coup de fil, on attend quelque chose. Frédéric le disait tout à l'heure, c'est une économie fragile, un commerce de centre-ville, une maison de la presse. Finalement, on n'est pas millionnaire quand on tient une maison de la presse. On va dire on est propriétaire d'une chose, des dettes qu'on a. Ouais, c'est si vrai ce que vous dites. Donc quand on est propriétaire de la maison de la presse et des murs, c'est propriétaire de dettes. Après, on va dire, quand on a fini de rembourser et peut-être vendu, on est propriétaire. Mais moi, aujourd'hui, Monsieur Tisserand et moi, on est propriétaire du fonds. Moi, je suis propriétaire en plus des murs, mais des dettes de tout ça. Et demain, je vais, on va dire, chercher du travail. Nous 3, on va chercher du travail parce qu'on n'a plus rien. Moi, j'ai mis tout mon argent, tout mon cœur dans la maison de la presse. C'est ça l'entrepreneuriat aussi. Il y a le mythe de l'entrepreneur, du chef d'entreprise, mais à ce niveau-là, avec une économie aussi fragile, c'est avant tout un travail passion, quoi. Et avoir une équipe également. Voilà, je pense que
Expliquez-nous un peu comment ça fonctionne, justement, une maison de la presse. Vous êtes que 3, finalement, deux associés. Il y a Rachel qui est libraire, mais vous ne pouvez pas avoir d'autres personnes. Vous ne pouviez pas avoir d'autres salariés. Financièrement, non, on ne pouvait pas. Là, on était arrivé, on va dire, à un stade où donc Monsieur Tisserand et moi, on s'occupait de tout ce qui était comptabilité, gestion, presse, organisation. Et la chance qu'on avait, c'était d'avoir Rachel, qui, elle, était complètement indépendante. On lui laissait toute autorité sur la librairie. C'est vrai qu'on avait trouvé un juste milieu, mais avec cette époque économique qui est très dure, et comme je disais tout à l'heure, où il y a peut-être... On nous oublie un petit peu le centre-ville et tout ça, et ça a créé une difficulté. Mais c'est vrai que on espère que quelqu'un se dise, tiens, c'est la maison de la presse, c'est un patrimoine, que quelqu'un se dise, mais attends, on ne peut pas laisser on va dire ce centre-ville, cette maison de la presse mourir. Avec nous ou sans nous, mais que notre clientèle, cette vie, on va dire, moi je suis pas déodacien, mais combien il y a de gens, il y a 40 ans, venaient à la maison de la presse, vont perdre ce souvenir de se dire, mais que c'était bien, je pouvais me promener dans le magasin, j'avais la presse et la librairie, comme on est les seuls à avoir ces deux choses au même endroit, et de pouvoir, on va dire, se donner du bonheur visuellement, intellectuellement, dans tous les sens. Parce que vous êtes fait, plaisir, parce que c'est pas une émission première de la Maison de la Presse d'accueillir un rayon de librairie aussi large. Philippe, vous aviez décidé, Rachel aussi, vous pouvez intervenir à un moment donné, de développer aussi ça, d'apporter un plus à la clientèle habituelle. C'est vrai que moi, dès le départ, ça fait 15 ans que je travaille à la Maison de la Presse, donc j'ai connu plusieurs employeurs différents. Et c'est vrai que moi j'ai connu la librairie existant comme une librairie indépendante. C'était le rayon de librairie avait une raison d'être. C'était pas, on n'avait pas 3-4 livres sur une étagère. Ça se gérait vraiment comme une librairie. Donc moi j'ai toujours connu ça ainsi. Et c'est vrai que pour revenir sur ce que disait Monsieur Brun, à un moment donné, quand on a vu ces 2 jours, ce samedi et ce dimanche, l'émotion suscitée quand on a mis les gens au courant de la fermeture de la Maison de la Presse, je pense, faites attention, on n'a pas de leçon à donner. Je veux dire, pour nous, ça se trouve, c'est fini. Mais ce qui ressortait le plus souvent, c'est ça, le plaisir. La phrase qu'on a entendue, je crois tous le plus souvent, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Alors c'est vrai qu'on a eu beaucoup de clients qui ont continué à entretenir la Maison de la Presse, qui sont venus régulièrement, qui faisaient la démarche de venir s'arrêter chez nous, de ne pas acheter le programme télé, parce que par exemple, la presse, vous pouvez la trouver dans n'importe quel supermarché. Le livre, pareil, ils venaient parce qu'ils avaient un conseil, parce qu'ils avaient des gens chaleureux qui les accueillaient, parce qu'on pouvait discuter 2 minutes, parce que ça mettait un peu de soleil dans la vie des gens. Et c'est vrai que ça, c'est important. Je veux dire, faut pas attendre que les choses meurent pour se rendre compte de l'importance qu'elles ont. Après, nous, on a vu la tristesse des gens, le désappointement. Vraiment, nous, on a eu des témoignages de sympathie, on a engrangé, mais alors une énergie absolument fantastique. Moi, j'ai eu des gens vraiment... c'était vraiment très, très, très impressionnant, vraiment. Quand on se retrouve dans ce genre de situation, c'est très impressionnant, toute cette chaleur humaine. Donc, ça veut dire que les gens sont demandeurs d'un centre-ville qui vit. Vous ne l'aviez pas ressenti aussi forte, justement, cette passion pour la Maison de la Presse ? Si, on l'a ressenti au quotidien, mais le quotidien, c'est un peu la routine, c'est-à-dire que on s'en rend pas compte. Il faut un grand événement en fait pour se rendre compte que l'événement, c'est notre fermeture, pour se rendre compte que les gens nous appréciaient autant et que nous on les appréciait autant, parce que quand c'est du quotidien, ça semble un peu naturel. En fait, les gens faisaient la démarche de venir, nous on faisait la démarche de les accueillir avec notre passion, mais simplement pour eux c'était une habitude, mais c'était le quotidien. Et c'est simplement lorsqu'on a annoncé notre départ qu'on a ressenti autant d'émotions, autant d'incompréhension aussi, parce que pour eux c'était impossible. Je veux dire, les phrases, comme disait Rachel tout à l'heure, qu'on a entendues, c'est pas possible qu'il y ait plus de maison de presse à Saint-Dié, vous pouvez pas nous faire ça, qu'est-ce qu'on va devenir, où est-ce qu'on va aller? C'est toutes ces réactions, c'était vraiment une forte émotion ce week-end, et donc ça, comme disait Rachel aussi tout à l'heure, ça nous redonne de l'énergie en fait pour se dire pourquoi pas reprendre. On est en période électorale, pourquoi pas un geste, peut-être on va peut-être nous aider, on va peut-être avoir une surprise, parce que tous ces témoignages nous ont vraiment émus, et puis aussi reboosté, et puis on se dit pourquoi pas trouver une solution. Les jours qui viennent, les semaines à venir nous le diront.
en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Hein, et peut-être, on va dire, si je peux te dire juste un mot, on va dire, nous trois, on se retrouve, entre guillemets, au chômage. Une libraire comme on a ne peut pas rester au chômage. Monsieur Tisserand et moi-même, où on est des créneaux commerciaux et tout ça, la qualité, le métier qu'on a, ça serait quand même dommage de le perdre. Ouais, alors on vous souhaite évidemment de réussir, de rebondir. C'est tout ce qu'on peut faire à notre niveau. Philippe. Juste un dernier mot, c'était pour te remercier, Jérémy, de nous avoir accueillis. Oui. Je te remercie au nom de Rachel et de Frédéric. Ça nous permet de nous exprimer, ça nous permet de remercier les personnes qui ne sont peut-être pas encore au courant de notre fermeture et remercier tous les gens qui sont venus et puis se dire que l'aventure n'est peut-être pas finie. En tout cas, moi, il me semblait évident de vous accueillir au studio d'RCM, puisque vous étiez les premiers, parmi les premiers commerçants, également à diffuser la nouvelle radio locale, arrivée fraîchement à Saint-Dié-des-Vosges au mois de septembre. Donc, évidemment, c'est aussi avec tous ces remerciements que je peux vous accueillir aujourd'hui, parce que vous faites partie de ces commerçants qui font vivre aussi... qui font vivre la vie locale. On l'a dit tout à l'heure, on leur dit. Alors bon, plein de réussites. Ça, on l'espère de tout notre cœur, hein, et on croise les doigts pour les semaines à venir. Merci Rachel, merci Philippe, merci Frédéric d'être venu. Au revoir. Au revoir.